Ce qu'il y a de certain, c'est que M. Baudelaire gagne à être vu. Que là où l'on s'attendait à voir entrer un homme étrange, excentrique, on se trouve en présence d'un candidat poli, respectueux, exemplaire, d'un gentil garçon fin de langage et tout à fait classique dans les formes. Quelques mots, mon cher ami, pour vous peindre le genre particulier de plaisir que vous m'avez procuré. J'étais très blessé, mais je n'en disais rien, de m'entendre depuis plusieurs années traiter de loup-garou, d'homme impossible et rébarbatif. Une fois dans un journal méchant, j'avais lu quelques lignes sur ma répulsive laideur, bien faite pour éloigner toute sympathie. C'était dur pour un homme qui a tant aimé le parfum de la femme. Un jour, une femme me dit « C'est singulier, vous êtes fort convenable. Je croyais que vous étiez toujours ivre et que vous sentiez mauvais. » Elle parlait d'après la légende. Enfin, mon cher ami, vous avez mis bon ordre à tout cela, et je vous en sais bien du gré. Moi qui ai toujours dit qu'il ne suffisait pas d'être savant, mais qu'il fallait surtout être aimable. Waouh! Alors là, en lisant un truc pareil, on est un petit peu déstabilisé, parce que on ne reconnaît pas vraiment le Baudelaire qu'on a pu explorer dans la première vidéo ensemble, le Baudelaire Manson en quelque sorte. On voit un Baudelaire soucieux de son image, inquiet de passer pour ce qu'il appelle un loup-garou, hein, donc de passer pour un gars un peu bizarre, cradoc, qui fait peur aux gens, un excentrique, alors que c'est lui quelque part qui a créé cette image qu'il a volontairement recherchée. Donc on ne comprend pas trop là, qu'est-ce qu'il a cherché à faire, qu'est-ce qu'il est au juste. Là, on a juste affaire à une nouvelle facette de Baudelaire, qui est celle du dandy. Au Royaume-Uni, en Angleterre, ils ont eu Oscar Wilde, et bien nous, on a Charles Baudelaire. Alors c'est quoi un dandy au juste? Eh bien, pour faire simple, le dandy, hein, c'est un peu le hipster de l'époque, hein, et réciproquement d'ailleurs, hein, les hipsters d'aujourd'hui peuvent être considérés comme les dandys des temps modernes. Alors le hipster, tout de suite, ça nous évoque d'abord une question de look, hein. Vous savez, cette façon comme ça d'être à la fois chic et excentrique dans son apparence, et cette façon d'être à la fois branché et décalé, hein. Il y a un équilibre très subtil en fait maintenu par les hipsters, hein, dont eux seuls ont le secret, comme ça, d'aller vraiment au bord, à la frontière de la marginalité, tout en fait ayant l'air vraiment dans le coup, in, à la mode, limite d'avoir une longueur d'avance sur le reste des gens. Et ça, c'est vraiment l'idée qui leur tient le plus à cœur, c'est là en fait qu'il y a une idée derrière tout ça, c'est d'être vraiment en avance sur les autres. Les hipsters, c'est ce qu'ils aiment le plus dans la réputation qu'on leur donne. Voilà, ils se démarquent de la culture mainstream, vous avez déjà entendu ça sûrement, voilà, la culture populaire, la culture on va dire de base, un peu on va dire de masse en quelque sorte. Ça c'est typiquement une attitude de hipster telle que voilà on la caricature, parce que le hipster, et c'est là en fait les limites du personnage et là où en fait ils sont critiquables on va dire dans l'esprit des gens, c'est que on a l'impression qu'ils tiennent plus à la singularité de leur goût qu'à leur goût eux-mêmes. En fait, il n'y a pas de vraie sincérité derrière, tout est dans le plaisir juste à se démarquer, à en fait, très narcissiquement se voir en train d'aimer quelque chose d'anti-mainstream. Alors plus encore que pour quiconque, pour Charles Baudelaire, le dandysme, c'est bien au-delà d'une simple histoire d'apparence pour le coup. Vraiment, Charles Baudelaire est un intellectuel, on pourrait presque dire un philosophe, un poète philosophe. Il intellectualise tout, il met de la raison, de la conscience derrière tout, il ne fait jamais les choses voilà, en insouciance totale, de façon vaine ou alors irréfléchie. Il fait les choses de façon raisonnée et intellectualisée. Donc il sait mettre en fait de l'enjeu derrière ses actes, derrière ses comportements. Et donc le dandysme pour Charles Baudelaire, c'est un véritable art de vivre et c'est même une philosophie. Cela, on en a le témoignage très concret dans les explications de Charles Baudelaire lui-même au sujet du dandysme, même sa définition, dans Le peintre de la vie moderne, publié en 1863 dans un chapitre intitulé Le dandy. Le dandysme n'est même pas, comme beaucoup d'esprits peu réfléchis paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu'un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. C'est avant tout le besoin ardent de se faire une originalité, dans les limites extérieures des convenances, la recherche de distinction. C'est le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Intéressante cette dernière idée sur l'étonnement, et là aussi elle fonctionne encore aujourd'hui en fait avec les hipsters. S'étonner, c'est un peu entre guillemets un signe d'infériorité. Si vous vous montrez étonné devant quelqu'un, quelque part il vous a eu, il vous a pris de court, il vous a pris par surprise, vous ne vous y attendiez pas, vous avez baissé votre garde. Vous voyez, c'est très subtil, mais c'est des petits mécanismes comme ça psychologiques de conversation. Donc ne jamais avoir l'air étonné, eh bien c'est en quelque sorte garder le dessus.
qu'on ne peut pas vous avoir. Vous êtes celui qui crée les impressions fortes, vous êtes celui qui est imprévisible. Et voilà, et en fait, vous voyez, le hipster ou le dandy joue dessus. Et justement, je pense par exemple, Rouge et le Noir, on va reparler de ce roman de Stendhal, eh bien, le marquis de la Mole, à un moment donné, en fait, donne des petites leçons de comportement, de savoir-vivre à Julien, qui justement aspire à être un petit peu un dandy, en fait, à intégrer un peu les bonnes manières, en tout cas la façon de se comporter des aristocrates. Et justement, le marquis de la Mole lui dit « N'ayez l'air jamais triste, c'est rabaissant, c'est inférieur d'être triste. Ça vous montre en fait vos sentiments en fait, voilà, de vulnérabilité, vous êtes malheureux, etc. Non, si vous vous sentez triste, affectez l'air ennuyé. Il vaut mieux avoir l'air ennuyé que triste, parce que si vous êtes ennuyé, c'est un sentiment plus, dans ce cas, de mépris, de dédain. Là, vous êtes en supériorité. Si vous avez l'air ennuyé, ça va rejeter la faute en fait sur les gens qui vous entourent dans le salon, par exemple. Parce que les gens vont se dire, oula, je suis chiant là, je suis en train de le faire chier, apparemment ce que je dis n'est pas assez intéressant. Voilà, les gens se questionnent. Si en revanche vous êtes triste, les gens soit vous regardent un peu de haut, genre, bah non, celui-là ça n'a pas l'air d'aller fort, soit sont un peu dans la condescendance ou alors dans la pitié, quoi. Oh le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, c'est plein comme ça de petits signaux très implicites de communication humaine, mais ça prend une importance folle dans ce qu'on veut dégager, dans ce qu'on veut imposer. Que ces hommes se fassent nommer raffinés, incroyables, beaux, lions ou dandys, tous sont issus d'une même origine. Tous participent du même caractère d'opposition et de révolte. Tous sont des représentants de ce qu'il y a de meilleur dans l'orgueil humain, de ce besoin, trop rare chez ceux d'aujourd'hui, de combattre et de détruire la trivialité. De là naît chez les dandys cette attitude hautaine de caste provocante, même dans sa froideur. Alors là, on commence vraiment à toucher à la portée philosophique du truc. La haine de la trivialité. Ça, c'est essentiel aussi comme idée. La trivialité, être trivial, c'est un peu comme être prosaïque. Alors, prosaïque qu'on oppose généralement en fait, à poétique. Mais vous voyez, être un peu terre-à-terre, banal, ordinaire. Bah, l'exemple typique, quelqu'un qui est trivial, c'est quelqu'un qui va ne vous parler que de la pluie et du beau temps. Tout ça, c'est trivial. Ce sont des sujets anodins, quotidiens, banals, qui n'ont aucun intérêt profond, aucune portée intellectuelle, philosophique, ne serait-ce qu'un petit peu culturel, intéressant, bref, quelque chose qui élève un petit peu le niveau, qui décolle un petit peu du sol. C'est au ras des pâquerettes. Et là, vous réalisez à quel point le trivial en fait nous gangrène et nous pourrit la vie tous les jours. Hein. Que de personnes n'ont aucun autre sujet de conversation que justement des choses triviales. Toutes ces conversations là de marché, voire de supermarché, vous savez, qui ne savent parler que de légumes, etc. Voilà, ça c'est trivial. Les personnes comme Baudelaire, les intellectuels, voilà, les philosophes, les personnes juste, même intéressés par la culture, enfin voilà, les gens comme ça qui s'ennuient très vite de ce genre de choses, qui sont très très vite profondément emmerdés par tout ce qui est un peu trop terre-à-terre, un peu trop réel, eh bien, aspire toujours à une conversation, à des sujets plus profonds, à quelque chose de plus stimulant intellectuellement, à quelque chose qui décolle un petit peu du sol, qui va en fait éveiller un quelconque intérêt, une quelconque excitation. Et tout ça, ça ne se limite pas, encore une fois, au sujet de conversation, c'est aussi là encore une question d'attitude, une question de comportement, une question de look, c'est un ensemble de choses. Et là, autant on peut reprocher aux hipsters, critiquer un peu ce côté fuite à tout prix de la normalité, si c'est vraiment juste par snobisme. Autant, en revanche, on peut la comprendre et la défendre quand c'est pour éviter l'ennui du quotidien, la banalité, tous ces échanges stériles qui rendent parfois la vie si ennuyeuse et si plate, où en fait, voilà, rechercher un petit peu quand même à s'engaillardir et à retrouver un petit peu de peps et de fierté en fait dans notre attitude et dans nos propos. Le côté fierté, orgueil, c'est très important parce qu'en fait, c'est exactement ce que propose Baudelaire avec le dandysme. En fait, c'est pas tant une question d'argent tout ça, c'est une question un peu d'estime de soi, de fierté et de l'image qu'on a envie un petit peu de donner, mais c'est pas une question d'image, de ce qu'on a envie d'être. Est-ce que on estime que on mérite d'être un petit peu autre chose? Est-ce qu'on mérite mieux? Voilà, on mérite mieux et on mérite mieux nous tous. Et vous allez voir que tout ça n'est pas théorisé dans le vide et que ça s'inscrit directement dans le contexte social, politique, historique de l'époque de Baudelaire. Vraiment, il fait un lien direct parce que ça en a un, vraiment, vous allez voir. Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires, où la démocratie n'est pas encore toute puissante, où l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de ces époques, quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de force native, peuvent concevoir le projet de fonder une forme nouvelle d'aristocratie. D'autant plus difficile à rompre qu'elle sera basée sur les facultés les plus précieuses, les plus indestructibles, et sur les dons naturels que le travail et l'argent ne peuvent conférer. Mais hélas, la marée montante de la démocratie, qui envahit tout et qui nivelle tout, noie jour à jour ces derniers représentants de l'orgueil humain et verse des flots d'oubli sur les traces de ces prodigieux myrmidons. C'est après la Révolution, c'est la fin des privilèges, donc de toute façon, il ne faut pas attendre que quelque chose tombe du ciel pour nous accorder un statut, un rang qui soudain nous donnerait légitimité
à nous comporter de telle façon ou telle façon. Non, c'est en lui, au plus profond de lui, de sa fierté dans le bon sens du terme. Il faut tous avoir un peu de fierté, sinon on est à terre. Il faut avoir de la fierté, de la dignité dans la vie. Et bien c'est dans cette fierté, cette dignité, cet orgueil sain qu'il faut puiser pour Baudelaire, pour un petit peu se redresser, quoi. Voilà, redresser un peu son âme, son esprit et dire bon, merde, t'es un être humain ou quoi? Voilà, ressaisis-toi, prends-toi en main, aie un peu de culture, sois un petit peu différent des autres, sors un petit peu du rang. On pourrait quand même un peu se prendre en main, travailler un peu sur soi, sur son apparence, sur son attitude, sur ses sujets de conversation. On peut devenir notre propre classe supérieure, on peut devenir notre propre aristocratie, devenir nos propres héros, we can be heroes, simplement en élevant un peu le niveau, bordel, en se comportant comme tel, en arrêtant de nous complaire dans une posture comme ça de peuple, un peu imbécile, un peu quotidien, un peu banal. Tout ça, c'est le dandysme. Et ça, lui, il s'y invite, mais il y invite tous ceux que ça peut intéresser. Il donne la recette. Donc, vous voyez, hein, c'est pas confidentiel, la recette n'est pas secrète comme le Coca-Cola. Hein. Là, il donne la recette. Donc, si les gens ne la suivent pas, c'est juste parce que, justement, ils sont tellement triviaux, tellement empêtrés dans la normalité, dans la banalité, que ça les intéresse même pas. Ils voient même pas l'intérêt. En parlant du dandy, au fait, on est parti un petit peu loin là, mais en fait, pour revenir au début, il parlait d'apparence, de look assez primordial. Mais quel look au juste? Eh bien justement, en la matière, on a quelques témoignages au sujet du look de Baudelaire. Un observateur de l'époque le décrit. Mince, le cou dégagé, un gilet très long, des manchettes intactes, une légère canne à pomodore à la main, marchant d'un pas souple, lent et presque rythmique. Monsieur Baudelaire est artificiel en tout. Il se poudre. Et même se peint. Et vous savez quoi, bande de vénards? On a les conseils fashion de Baudelaire himself dans Le peintre de la vie moderne. L'habit noir et la redingote ont non seulement leur beauté poétique, qui est l'expression de l'égalité universelle, mais encore l'or poétique, qui est l'expression de l'âme publique. Une immense défilade de croque-morts politiques, amoureux, bourgeois. Nous célébrons tous quelque enterrement. Nous célébrons tous quelque enterrement. Notez cette vision des choses si particulière de Baudelaire, sa vision de la vie comme une espèce de deuil en fait. Alors ceci étant dit, pour en revenir à sa description du look idéal, eh bien on peut dire que tous ceux qui se font reprocher peut-être de temps en temps de porter trop de noir, ou tout le temps du noir, ou en tout cas trop souvent, eh bien sont vengés grâce à Baudelaire. Vous voyez, hein, le noir c'est in, c'est tendance, mes chéris. Excusez-moi, navré de vous interrompre, passe encore le fait que je ne sois pas invité dans cette émission et qu'elle se fasse complètement dans mon dos. En revanche, il est tout à fait inconcevable que dans une vidéo sur Baudelaire, vous n'ayez toujours pas abordé la métrique, les alexandrins, le sonnet, les chiasmes, les métaphores et toutes les autres figures de style tout de même. Enfin, c'est inconcevable ça. Bon, ok, là c'est bon, il m'a gavé, envoyez-le se faire relooker. Quoi? Ah mais ça ne sera pas nécessaire, hein. Moi je venais juste passer mon coup de gueule, hein. Je repars fissa dans mes pénates. Hein. Non mais je vous assure, je n'en ai pas besoin, ma mère m'a encore acheté des vêtements l'autre jour. Non mais attendez, attendez! Bonjour mon chéri, moi c'est Cristiano Cordulo, je suis trop content de te rencontrer. Justement, vous tombez bien, c'est l'occasion pour vous expliquer qu'il y a comme un malentendu. Ah mais là on est complètement d'accord mon chéri, il y a un malentendu. Le malentendu c'est ton look, ça va pas du tout mon chéri. Ça se fait plus du tout mon chéri, ça c'est ce que ma soeur veut pas comprendre. Avec les couleurs tout le temps comme ça, comme des arlequins, là c'est pas possible, c'est fini ça. Baudelaire il disait le noir, le noir, le noir. Il n'y a pas assez de noir sur toi, regarde-moi. Est-ce que tu vois de la couleur? Eh bien non, c'est du noir, il n'y a que du noir. Chemise noire, gilet noir, cravate noire, veste noire, pantalon noir, chaussures noires, chaussettes noires, lunettes noires. Que même si j'avais un slip sous mon pantalon, eh ben il serait noir aussi, hein. Black is the new sexy, mon chéri. Allez, faut pas perdre une minute, on va aller dehors en ville, tu vas voir. Mais je... Allez, viens. Avant toute chose, notre candidat doit se confronter au regard des autres pour comprendre ce qu'il doit changer. Pour cela, nous allons demander à des passants dans la rue de nous dire ce qu'ils pensent de son look. Allez, c'est parti!
Bah, je sais pas, c'est un peu une autre époque. On se demande d'où il est sorti, quoi. Enfin, C'est pas possible de sortir comme ça dans la rue. Maintenant, le monde moderne, c'est pas ça, quoi. Je pense que déjà, ses amis sont pas honnêtes avec lui, s'il a des amis. Parce que c'est... Enfin, il y a un moment, voilà, c'est plus possible de laisser ça comme ça, quoi. Il faut faire quelque chose. Ça devient une urgence vitale. C'est... Ah, c'est une blague. C'est juste une énorme blague, là, pour le coup. J'ai envie de dire, appelez Doc et sa DeLorean, hein, faut le ramener à son époque. comme on dit, le ridicule ne tue pas. J'y vais un peu fort là quand Avec même. ses lunettes à la Harry Potter, là, mais ça ressemble à rien, quoi. Ah, non, mais... Hermione, là, elle est transformée en grenouille, et je pense qu'elle préfère la grenouille. Hein. Non, sortir avec quelqu'un comme ça, Non, j'imagine pas trop, non. Il me fait un peu peur, je l'avoue. Il est un peu... C'est un peu le genre de mec... un peu borderline qui attend des enfants à la sortie de l'école et moi je me sens pas en sécurité. Enfin, je passerai pas trop près de lui en fait. Non, mais moi je vois ça, je me retourne directement, limite j'ai envie de prendre une photo avec lui, c'est tellement improbable de voir ça dans la rue. Soit j'ai peur et je change de trottoir, soit j'ai pitié et j'appelle la police pour protéger le voisinage. Il y a personne à mon avis, hein. Il a aucune chance dans la vie, il y a personne qui a dû déjà lui parler, je sais pas, faut quand même... un certain courage quand même pour aller le voir parce que là, je lui souhaite bon courage parce que, bon, malgré ce petit détail de style, je pense qu'il a du potentiel, mais là... Je sais pas, un peu plus classique déjà parce que là, on est sorti d'une mauvaise bande dessinée. Mais moi, je lui conseille même pas, je préférais limite qu'il aille se cacher, quoi, parce que... Non mais par contre, sérieusement, c'est une caméra cachée ou... Ah non, c'est réellement une personne qui s'habille réellement comme ça? Mais il faut pas se laisser abattre, mon chéri. C'est juste des gens qu'on a payés pour faire leur pute alors qu'ils sont encore plus mal fringués que toi. On va te reloquer façon Baudelaire et tu vas avoir le top swag. Allez, on se ressaisit, on sèche ses larmes, en voiture, on va tout expliquer sur la route. Alors là, on se rend au centre-ville pour aller à la boutique qu'on m'a désignée. Je n'en sais pas beaucoup plus, c'est la surprise. Alors on m'a parlé d'un budget. Merci. Alors, votre budget est de 0 €. C'est une vidéo YouTube, il ne faut pas rêver non plus. Ah, c'est fâcheux. Direction Nantes, par une météo typiquement baudelairienne, sous un ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle. Autrefois surnommée la Venise de l'Ouest, c'est la capitale des ducs de Bretagne et leur château toujours fringant, de Jules Verne, du steampunk et ses machines extraordinaires aux dimensions éléphantesques, ou encore des Gâteaux-Lus, qui sera le théâtre de cet improbable relooking. Parmi toutes les boutiques qui font la joie des fashion victimes de la ville, l'une d'elles a été soigneusement choisie par Cristiano pour métamorphoser notre candidat du jour. En guise de jury, 3 reines du shopping qui donneront leurs impressions en toute sincérité. Maude, 19 ans, étudiante en droit, Céline, institutrice de 26 ans, et Christiane, 53 ans, hôtesse de l'air. Mais voilà notre candidat qui arrive enfin et vole d'un pas l'est vers sa mystérieuse destination. Courez, professeur, courez, et surtout ne vous perdez pas. Ah, écoutez, là je me rends à ma boutique et je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Hein. Je sais que ça s'appelle Rocagogo, c'est cocasse en tout cas comme nom. Quand je suis arrivé, j'ai cru à une plaisanterie. De très mauvais goût d'ailleurs.
C'est vraiment la boutique sinon? C'est la vraie? C'est celle-là, c'est sûr? Ah oui, oui, on vous le confirme. Bon, eh bien... je vais faire de mon mieux, hein. Mais oui, faites de votre mieux. Et un peu d'entrain, que diable, ce n'est quand même pas la mort. Enfin, pour vous si, peut-être. Écoutez, maintenant, reste à voir ce que l'on me propose. Ce ne sont que des vêtements, après tout. Ça ne va pas être aussi horrible que ça. Hein? Allez, assez gagné de temps, professeur. Premier essayage. Et c'est notre future avocate qui ouvre la séance. Alors, maître Maud, faites-vous le serment sur l'honneur d'être complètement honnête et impartial dans vos jugements? Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Bien. Maintenant qu'on est rassuré, un avis sur cette première tenue? Alors là, look très fashion, un petit legging sans cuir, une petite chemise avec la tête de mort, c'est vraiment la mode. La mode, oui. Les têtes de mort reviennent en force en ce moment. On en voit partout, c'est certain. Et notre institutrice alors, elle en pense quoi? Ça, ouais, ça va. Bon, le pantalon, tu dois avoir chaud l'été. Ça doit un peu coller au bonbon. Ah mais moi les bonbons j'adore ça, c'est mon péché mignon. Enfin, pas cela mais... Bref. En tout cas c'est un très bon début mon chéri, tu as bien compris le principe du noir, mais tu n'es pas encore tout à fait dans le thème, donc moi j'attends vraiment la suite. Christiane, notre hôtesse de l'air, est priée de se présenter à l'enregistrement de ses premiers commentaires. Et elle n'a pas l'air emballée par cette première escale vestimentaire. Non mais tout dans le détail. Puis le pantalon en cuir. Non, non, non. Il faudrait me payer cher pour sortir avec un type comme ça dans la rue. Franchement, j'aurais la honte de ma vie. Si vous avez déjà honte, chère Christiane, nous vous conseillons de bien accrocher votre ceinture et de relever la tablette de votre siège avant la fashion turbulence qui va suivre. Bah là, c'est pire que tout. C'est impensable. Il fait peur, le garçon. Après, ça se plaint. Ça dit que ça trouve pas de boulot. C'est incroyable, une chose comme ça. C'est pas mon... je crois pas. J'imagine ça dans mon métier, mais... Mayday, Mayday! Le crash est imminent pour notre hôtesse de l'air. Du côté de notre commandant de bord, Cristiano, c'est la sidération teintée d'amusement. Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as pris mon chéri? Ah mais d'accord, là c'est du noir, mais ça suffit pas pour être dans le thème, hein. C'est complètement hors sujet mon chéri. Hein. Ah non, mais là c'est même plus un fashion faux pas, là c'est une fashion gamelle, là. Vous avez raison, Cristiano. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et vous, maître Maud, allez-vous jouer les avocats commis d'office et assurer la défense de ce cas désespéré? Non, on dirait un prêtre gothique. Ah ouais, non mais là... Là tu me fais un petit peu peur. Si j'avais un client comme toi, j'aurais un petit peu peur dans mon cabinet, mais finalement, ça te va plutôt bien. Un jugement des plus cléments. Céline, l'institutrice, va-t-elle sortir son redoutable stylo rouge pour administrer un zéro pointé? En fait, ça dépend quoi. Si c'est pour une soirée SM, c'est cool. Soirée SM? Vous avez de drôles de destinations pour vos sorties scolaires, chère Céline. Et Christiane alors, est-elle remise de ses émotions ou c'est toujours la panique à bord? Non, mais ça c'est tout juste pas possible. Ça pourrait faire allusion à des petites soirées un petit peu particulières. Des soirées particulières, vous dites. Vous n'y auriez pas croisé Céline par hasard? Oh non, 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 ça c'est affreux. C'est abominable, abominable. Mais comment on peut mettre des horaires pareils? Je savais même pas que ça existait une boutique pareille. Professeur, ici tour de contrôle. Changement de cap immédiat demandé par Christiane et l'ensemble de l'équipage. Céline, l'institutrice, va-t-elle enfin regonfler la moyenne avec un joli commentaire dans votre bulletin? Ah, ouais, sympa. Super t-shirt et super look. Un peu... ça me fait penser à Thriller dans Michael Jackson, enfin le truc, un peu le clip là. Hop, comme ça là. Ouais, c'est pas mal. On a envie qu'ils se mettent à danser, mais c'est chouette, c'est chouette. C'est wouh, c'est comme ça, un peu. Tandis que Céline est prête à enflammer le dance floor, Maud rend un verdict positif mais des plus minimalistes. Et ça lui va plutôt bien, oui. J'aime bien. Tourne-toi un petit peu, ça serait bien. Ah oui, je valide. Ah mais là je te le trouve. Là tu brûles, là t'es près du thème mon chéri, t'es tout prêt. Le t-shirt il est parfait, il est pile dans le thème. Après ce qui va avec, je pense que tu peux changer, tu peux trouver mieux. Et si nous prenions des nouvelles de notre hôtesse de l'air? Alors cette tenue, Christiane, pas si terrible. Ouais, plus soft, mais ça devant un employeur, franchement, c'est pas possible.
possible. C'est tout juste pas possible. Socialement, c'est grillé. Grillé, c'est pas possible de se présenter comme ça. Même dans la rue, hein, ça fait peur hein, dans la rue. Hein, c'est impensable. Entre deux vols, Christiane s'improvise conseillère Pôle emploi. Vous pouvez la retrouver à l'agence de Nantes durant ses jours de congé. Mais dites Christiane, je vous trouve bien calme. N'auriez-vous pas manqué un détail? Oh, puis la bague. Oh, je voudrais même pas qu'il me touche, j'aurais peur qu'il me blesse. Oh non, 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 oh non, non, non. Oh non, 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 alors ça c'est tout juste pas possible du tout, et... Si vous êtes au bord du malaise, n'hésitez pas à respirer dans un masque à oxygène, chère Christiane. Et pour les sorties de secours, vous n'avez qu'à suivre les flèches lumineuses sur le sol. Je sais pas, je suis vieille France traditionnelle, je comprends pas que ça puisse exister des choses pareilles. Mais oui, Christiane, vous êtes un peu notre Madame de Fontenay à nous. Vous ne voulez pas vous prendre un chapeau dans cette boutique? Trop la classe, j'adore. Alors là, le petit blouson, le petit manteau en cuir, la pièce à avoir. C'est comme le trench ça, c'est essentiel. Hein. Le petit blouson en cuir, c'est comme le trench. Essentiel. Maude, 2016. C'est que notre future avocate ferait de la concurrence à Cristiano. Et justement, une objection, maître Cordulo? C'est vrai, tu es très bien dans cette tenue, mon chéri, mais ce n'est pas tout à fait dans le thème. Moi, j'attends de toi beaucoup plus baudelairien. Là, le t-shirt de tout à l'heure, il faut le reprendre, il faut reprendre les accessoires et il faut faire quelque chose avec ça. Les accessoires? Mais vous voulez donc tuer notre Christiane? Ouais, ça c'est un petit peu mieux. Bon, malgré les clous là sur les... Mais bon, c'est un petit peu mieux, je trouve qu'il le porte pas mal. Alléluia! Madame la baronne valide. Ce n'est pas le 7e ciel, mais nous avons redressé le nez de l'appareil et repris de l'altitude. Bon, là j'accepterai une invitation à dîner. Bon, je me forcerai un petit peu, mais ça irait. Oula, dans son enthousiasme, notre test se projette dans des rendez-vous galants. Du calme, Christiane, ce n'est pas une émission de dating. Mais on peut toujours vous laisser le numéro du professeur. Va-t-il décrocher la mention avec un commentaire positif de notre institutrice? Ah, cool. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça fait un peu leader d'un groupe de rock. On peut écouter tout ça. Ouais, j'aime bien. C'est un succès! Vous êtes tout près du perfect, cher professeur. Mais justement, vos impressions à vous alors? Écoutez, finalement, je me suis un petit peu pris au jeu, je dois dire. Et c'est un endroit absolument charmant, le personnel est adorable. Et puis bon, voilà, passer la barrière du noir, bon, cette garde-robe est plutôt sympathique. Alors il est temps de découvrir votre choix final. Oui, allô? Ah, Cristiano, mais justement, je pensais à vous. Eh bien, écoutez, très bien, c'est fort agréable finalement. Oui. Comment ça, pas fini? Mise en beau quoi? Bon, bah voilà qui est fait. Au moins maintenant, il est calmé, il ne devrait pas nous emmerder avant un bon moment. N'empêche, tout ça, c'est très loin de n'être qu'une histoire de look. Chez Baudelaire, jamais rien ne se limite aux apparences. Ses idées sur la toilette, donc, sont loin d'être une simple coquetterie. C'est le fondement et l'illustration de véritables théories esthétiques et d'une approche, d'une vision du monde et du beau. Vous connaissez les idées de Rousseau sur la nature? Vous savez, Rousseau, ce grand nostalgique de l'état de nature, l'homme naît naturellement bon, la société le corrompt, lui apprend le mal, le vice. Eh bien, Baudelaire, c'est tout le contraire. Pour Baudelaire, justement, l'homme naît naturellement mauvais. Et c'est parce qu'il naît naturellement mauvais que, eh bien, il doit apprendre, justement, qu'il doit avoir recours à l'apprentissage, à la société et à l'artifice pour devenir bon. Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul.
Le crime, dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère, est originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu'il a fallu dans tous les temps et chez toutes les nations des dieux et des prophètes pour l'enseigner à l'humanité animalisée, et que l'homme tout seul eût été impuissant à la découvrir. Le mal se fait toujours sans effort, naturellement, par fatalité. Le bien est toujours le produit d'un art. De là, on comprend plusieurs choses. Déjà, le peu d'attrait de Baudelaire pour la nature, on l'a vu dans la première vidéo, Baudelaire-Manson, mais en plus, on comprend aussi pourquoi chez lui, cet acharnement, cette envie de s'éloigner de l'état de nature par son apparence. En fait, pour Baudelaire, la façon de conjurer le mal qu'est l'état de nature, eh bien, c'est d'avoir recours à l'artificiel. Voilà, d'avoir recours à des procédés pour embellir, pour maquiller, pour travestir notre état de nature répugnant et du coup arriver à une amélioration de soi. On le voit donc, être un dandy pour Baudelaire, c'est tout sauf une sinécure, c'est pas de tout repos, c'est pas juste quelque chose de superficiel, au contraire, c'est le fruit de tout un travail, c'est un art, donc comme tout art, il implique du travail et un effort sur soi. Et donc, eh bien, tous ceux qui fournissent cet effort, eh bien, il y a un sens amélioratif derrière, forcément, l'effort c'est plutôt méritant. Alors que ceux qui ne fournissent pas cet effort, eh bien, il y a un sens péjoratif. Et c'est de là que du coup on arrive en fait à déduire, à comprendre autant qu'on peut le faire, les hiérarchies que Baudelaire fait à partir de cette théorie entre les catégories de personnes. Et c'est là qu'on en vient à des aspects les plus nauséabonds et difficiles avec Baudelaire, sa misogynie. Le regard de Baudelaire sur les femmes et son rapport à elles est assez ambivalent et plein de paradoxes. Il est entre dégoût et fascination, entre amour et haine. Alors il y a plusieurs explications possibles à cette part de misogynie chez lui, mais au moins il y en a une, elle est flagrante puisqu'il la formule lui-même et elle suit complètement en fait la logique de ce raisonnement là qu'on est en train de développer. Attention cependant, je vous préviens, là les propos qui vont suivre ils sont quand même hardcore, assez choquants et violents à l'égard des femmes, donc voilà, prudence. La femme est le contraire du dandy, donc elle doit faire horreur. La femme a faim et elle veut manger, soif et elle veut boire, elle est en rut et elle veut être foutue. Le beau mérite. La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. Ainsi est-elle toujours vulgaire, c'est-à-dire le contraire du dandy. Ok, bien. Tu me dis comment j'enchaîne après ça, Charles? Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on est face à une vision moyenâgeuse de la femme. Vraiment, la femme animale. Pour lui, en fait, la femme est trop loin de l'état de civilisation. Pour lui, la femme est trop loin du dandy, de cette espèce d'aristocratie qu'il essaie de recréer, d'être supérieur justement, qui s'appuie en bonne partie sur une espèce d'ascèse, ce qu'on appelle une ascèse, vraiment de faire un fort effort sur soi, qui est une forme de privation, une forme aussi de discipline, de dogme, d'exigence. Et bien cette discipline, pour lui, la femme, en fait, la plupart des femmes n'ont pas les moyens de la suivre parce que justement elles sont trop faibles, elles sont trop soumises à leurs instincts, à leurs bas instincts. Mais il y a moyen pour une femme de gagner un petit peu de respect de la part de Baudelaire. Et ce moyen justement, c'est de quitter, de s'éloigner le plus possible de cet état de nature. Et donc comment on s'en éloigne? Justement par l'artificiel et donc par le cosmétique. D'où, et du coup c'est cohérent dans sa logique à lui, un éloge des cosmétiques dans le peintre de la vie moderne. Et du coup, mesdemoiselles, si ça vous intéresse, Baudelaire vous donne carrément, tout comme pour les vêtements, ses conseils fashion en matière de maquillage, voilà, les couleurs qu'il recommande et le look qu'il préconise. Le rouge et le noir représentent la vie, une vie naturelle et excessive. Ce cadre noir, dans le regard plus profond et plus singulier, donne à l'œil une apparence plus décidée de fenêtres ouvertes sur l'infini. Le rouge qui enflamme la pommette augmente encore la clarté de la prunelle et ajoute à un beau visage féminin la passion mystérieuse de la prêtresse. La femme accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à palette magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Idole, elle doit se doler pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessous de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Il apporte fort peu que la ruse et l'artifice soient connus de tous. Si le succès en est certain, il est fait toujours irrésistible. C'est dans ces considérations que l'artiste philosophe trouvera facilement la légitimation de toutes les pratiques employées dans tous les temps par les femmes pour consolider et diviniser, pour ainsi dire, leur fragile beauté. Dans le même genre, on a la réaction de Baudelaire face à un ami qui lui vante la belle chevelure d'une Anglaise. Vous vous trompez, ses cheveux sont à elle. Elle n'a pas d'art. Elle est atroce. Quand c'est à son tour de faire l'éloge d'une femme, voilà ce que Baudelaire dit à un autre ami. Je viens de voir une femme adorable. Elle a les sourcils les plus beaux du monde, qu'elle dessine à l'allumette. Les yeux les plus provocants, dont l'éclat n'existerait pas sans le col de la paupière.
Une bouche voluptueuse, faite de carmin. Et avec cela, pas un cheveu qui ne lui appartienne. En bref, une grande artiste. Alors à tout ce qu'on vient d'entendre là, s'ajoute le fait que, comme le suggère un de ses poèmes les plus érotiques, Les bijoux, Baudelaire aimait quand sa maîtresse gardait sa parure, ses ornements, ses bijoux pendant l'acte. Mais bon, à la fin, on a quand même l'impression que Baudelaire prend la femme pour une espèce de sapin de Noël, absolument sans intérêt, très moche à l'état naturel, complètement nu, et qu'il faut du coup décorer, charger de 1000 ornements pour qu'il devienne chatoyant et magnifique. Il manque quelque chose. Ah! Parfait. Baudelaire, il n'aime vraiment pas les femmes si, à ce point-là, il veut les couvrir, les maquiller, en venir presque à oublier qu'il a affaire à une femme, plutôt avoir l'impression d'être face à une œuvre d'art, une espèce de tableau vivant. Je vais pas faire mon Gilles Verdez en sortant un aphorisme qui pourrait paraître trop féministe pour être honnête, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, quand on aime vraiment les femmes, on les aime au naturel, telles qu'elles sont. Et attendez, c'est même pas fini. Voilà l'ultime détail, la touche finale pour Baudelaire à une beauté parfaite. Il y a des gens qui rougissent d'avoir aimé une femme le jour qu'ils s'aperçoivent qu'elle est bête. Ceux-là sont des aliborons vaniteux faits pour brouter les chardons les plus impurs de la création. La bêtise est souvent l'ornement de la beauté. C'est elle qui donne aux yeux cette limpidité morne des étangs noirâtres ou ce calme huileux des mers tropicales. C'est un cosmétique divin qui préserve nos idoles des morsures que la pensée garde pour nous, vilains savants que nous sommes. T'es pour la polygamie, toi? C'est-à-dire que moi, la polygamie, j'y suis jamais allée, mais si on me paie mon voyage, pourquoi pas? Elle est parfaite. Alors, c'est absolument dingue à se dire quand on pense qu'il s'agit quand même d'un poète, qui plus est de Baudelaire, mais tout porte à croire que s'il vivait à notre époque, Baudelaire serait avec une candidate bimbo de télé-réalité, complètement refaite, surmaquillée et complètement stupide de surcroît. Alors il faut un petit peu se méfier de ce mauvais goût apparent de Baudelaire, en gardant à l'esprit quand même qu'il avait vraiment un goût plus fort encore, qui était celui de la provocation. Baudelaire aimait contredire, choquer, déplaire. D'ailleurs il le dit lui-même, ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire. Autant le dire clairement, Baudelaire était un trolleur de première, c'était un gros troll. Voilà, il avait la contradiction facile, il avait vraiment ce plaisir à contredire quasi systématiquement, il avait donc ce goût pour la provocation, il aimait, dès qu'il sentait que les gens étaient un petit peu crédules, les faire marcher, mais dans tout ça, rien n'égalait surtout son plaisir à dire les choses les plus atroces sur le ton le plus naturel possible. Par pur plaisir de faire halluciner les gens, de créer de l'embarras derrière lui, voilà, et puis de donner une fausse image de lui-même. Bon allez, petit best-of d'anecdotes tout à fait authentiques. Exaspéré d'être toujours cru, j'ai répandu le bruit que j'avais tué mon père et que je l'avais mangé. Et on m'a cru! Je nage dans le déshonneur comme un poisson dans l'eau. Tu vas dire, je suis un gourmand. Je suis un gourmand. Tu ne l'auras pas encore. Dis, je suis un misérable gourmand. Assez! Mais nous allons plus en tirer davantage. Avez-vous vu mon livre relié en peau humaine? Eh bien quoi, cela vous étonne? Mais enfin mon cher, au gobelin on ne tanne plus que cela. Et quand vous viendrez chez moi, je vous montrerai une culotte de cheval que je me suis fait lever dans la peau de mon père. Merci. Tendre comme je l'avais demandé. On croirait manger de la cervelle d'enfant. Vous n'en avez jamais goûté? Cela ressemble à des cerneaux et c'est excellent. Ça vous étonne? Pourtant j'ai les cheveux verts et ce n'est pas commun. Monsieur Baudelaire, vous seriez bien aimable de faire moins de bruit la nuit. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je fends du bois dans le salon, je traîne ma maîtresse par les cheveux. Cela se passe chez tout le monde, non? Excusez mon retard. J'étais en train de gamer chez ma mère.
C'est à vous l'enfant qui joue à quelques pas? Oui, monsieur. Grand Dieu, madame, il est horrible. Alors ce goût du rôle, du scandale, du travestissement chez Baudelaire, ce côté un petit peu performeur hein, quand même, hein, parce qu'il incarne un petit peu ses propres personnages, eh bien c'est à rapprocher d'une chose révélatrice qui éclaire, on va dire, tout d'un seul coup. C'est que Baudelaire, quand il était plus jeune, dans les métiers qu'il voulait faire, eh bien il y avait acteur. Là, on a un putain d'indice quand même sur son attitude, sur sa façon de se comporter. Alors il est devenu poète, mais cette vocation d'acteur, ce plaisir à jouer n'a jamais vraiment dû le quitter et finalement il l'exprimait indirectement eh bien, dans son comportement en société. Le rapprochement est assez audacieux et un peu tiré par les cheveux, mais vous voyez, il y a peut-être un petit côté Sacha Baron Cohen chez Baudelaire, vous voyez, parce que c'est pas seulement être acteur au sens où on l'entend évidemment, déjà c'est acteur ouvertement comique, c'est pas non plus Jim Carrey parce que ça jouait pas trop sur les expressions, sur l'excentricité de ce genre-là, non, un côté un peu plus pince sans rire, l'air de ne pas du tout rigoler à ses propres blagues et en même temps de foutre un peu le bazar et de faire chier les autres. Mais Baudelaire peut tout simplement faire penser à ces humoristes qui se spécialisent dans la caméra cachée, dans le canular. Là typiquement, vous savez, vous devez connaître hein, Camille Cotin, la connasse, vous avez déjà dû en entendre parler. Camille Cotin en fait qui prend comme ça le rôle d'une femme absolument infecte, qui dit des choses épouvantables et donc qui fait des caméras cachées pour voir un peu les réactions des gens, mais elle est vraiment imbuvable. Eh bien Baudelaire c'est le connard. Hein. Alors malheureusement beaucoup de gens ont été assez premier degré là-dessus. Il s'est fait beaucoup détester avec ça et surtout il a donné une fausse image très injuste de lui, d'un gars effectivement qui était juste un emmerdeur, un troller, un hipster troller. Mais heureusement, il y en a eu plusieurs pour être lucides, soit parce qu'ils le connaissaient dans l'intimité un peu mieux, soit parce qu'ils étaient bons psychologues ou bons intellectuels et du coup ils avaient compris le truc, eh bien que ça cachait quelque chose, qu'il y avait une pensée derrière et qu'il y avait aussi surtout une souffrance, une authentique souffrance. Parmi ces gens-là, on peut nommer un certain Henri de la Madeleine qui a tout pigé et a bien formulé les choses dans ces quelques lignes. On a beaucoup reproché à Baudelaire un vif amour de la pose. Et pour bien des gens, il est resté le poseur par excellence. Je suis loin de nier le plaisir félin qu'il prenait à dire des monstruosités de l'air le plus naturel du monde. Mais je plaindrais ceux qui le jugeraient sur les seules apparences. Alors, ceux qui savent un petit peu comment ça fonctionne ne s'en étendront pas trop, mais ce comportement comme ça, un peu voilà, de provocateur, de déconneur, du trublion, c'est pas du tout incompatible avec un état dépressif. Pour peu, on peut même considérer que c'en est un symptôme flagrant. Et en plus d'autres aspects que nous aurons l'occasion d'aborder, il y a un personnage de fiction qui porte cette ambivalence en lui, qui a ce mélange comme ça d'humour très caustique, qui est un petit peu un personnage excentrique, volontiers déconneur, et qui en même temps cache une véritable souffrance profonde. Eh bien, c'est le Dr House. C'est la piste que nous allons explorer ensemble dans la prochaine vidéo consacrée donc à Baudelaire House. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci consacrée à Baudelaire Hipster Troller. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours revoir ou alors découvrir la première vidéo si vous l'avez ratée, donc consacrée à Baudelaire Manson. Et sinon, donc du coup, enchaînez sur la suivante. Allez, salut les happy few!